Bonsoir. Alterna Culture vous invite ce soir à découvrir l'association GIMAB, qui signifie Groupe d'études sur l'histoire des mathématiques médiévales à Béjaïa. Et à cette occasion, GIMAB nous proposera de faire un saut dans l'histoire de Bgaïs, Béjaïa, anciennement Bougie, ville connue pour la beauté de son environnement naturel et qui fut au Moyen Âge un centre de rayonnement intellectuel, scientifique et culturel. Et pour parler de l'association GIMAB, nous avons invité donc 3 membres actifs donc, de cette association et je vais les présenter. Et je commence par notre premier invité qui est professeur Jamil Aïssani. Alors bonsoir professeur. Et bonsoir. Bonsoir. Nadia. Bonsoir. Et vous êtes directeur de l'unité de recherche Lamos. Vous nous expliquerez ce que veut dire Lamos tout à l'heure. Vous êtes président de la société savante GIMAB et tout à l'heure également, j'ai une question sur la sémantique, la définition d'une société savante. Et vous êtes directeur de recherche au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à Alger. Notre deuxième invité est monsieur docteur Hossein Djermoun. Alors bonsoir docteur. Et vous êtes bien évidemment, si je vous mets pas le micro, vous pourrez pas dire, on ne pourra pas vous entendre. Voilà. Donc, bonsoir Nadia. Bonsoir. Et donc, vous êtes archéologue, maître de conférences au département d'architecture à l'université de Béjaïa et vous êtes bien évidemment membre de GIMAB et vous êtes vous étiez anciennement directeur du musée Borj Moussa à Béjaïa. Et notre troisième invité est monsieur Meshehed Jamel. Bonsoir, monsieur Meshehed. Et bonsoir, donc, madame. Merci. Bonsoir. Et donc, vous êtes archiviste, documentaliste au port de Béjaïa, vous êtes membre de GIMAB et vous êtes gestionnaire et de la bibliothèque savante de manuscrits qui s'appelle Afniq Nchir el-Mouhoub. Et donc, vous nous parlerez tout à l'heure de la bibliothèque, enfin des bibliothèques en tous les cas, et surtout des manuscrits. Alors, on va commencer avec le commencement, donc la genèse de votre association. Alors, la création du GIMAB remonte à 1991, ce qui signifie que ça fait 32 ans que cette association existe. Et c'est très très bien parce qu'elle a une longue vie en fait. Et ce qu'on aimerait savoir pour connaître un petit peu votre association, parce que l'objectif principal de cette émission, c'est effectivement de découvrir GIMAB, qui est GIMAB, quels sont ses objectifs et quelles sont les activités de l'association. Alors, dans quel contexte et dans quelles circonstances avez-vous créé l'association? Alors, moi, je vais commencer avec docteur Aïssani, parce que je pense que vous êtes à la tête de cette, vous êtes à l'origine, et bien évidemment, monsieur Meshehed et monsieur Djermoun, vous pourrez compléter par la suite. Alors, je vais libérer le micro. Très bien. Donc, comme vous l'avez souligné, l'association GIMAB a été fondée en décembre 1991 à l'université de Béjaïa. Il y avait, le jour de l'Assemblée générale, il y avait près de 300 personnes qui ont assisté à cette Assemblée générale où il y a eu un programme scientifique avec l'intervention du directeur du musée de l'époque, monsieur Brahim Boussaadia, mademoiselle Dahbia Abrous. Et si vous voulez, l'objectif, l'origine en fait de la création
de GIMAB, ce sont des considérations pédagogiques. À l'époque, sont arrivés à l'université les premiers bacheliers entièrement arabisés. C'était en 1989. Vous savez que la wilaya de Béjaïa a été une wilaya pilote, c'est-à-dire que les premiers bacheliers qui sont arrivés sont à Béjaïa. C'est-à-dire que les premiers bacheliers entièrement arabisés sont arrivés à Béjaïa une année avant les autres wilayas du pays. Et à l'époque, il n'y avait pas de contact entre les universitaires et les enseignants des lycées, et on a cherché un créneau. On a pensé aux olympiades de mathématiques ou bien à l'histoire des mathématiques. Pourquoi ? Parce que on en parlera. Parce que il y avait des signes comme quoi il y avait à l'époque médiévale une importante école de mathématiques à Béjaïa. Donc, c'est comme ça qu'au début, nous sommes réunis. D'ailleurs, nous n'avons pas de grandes ambitions, puisque vous voyez, le GIMAB, ça signifie groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa, donc groupe. Et voilà, donc nous avons commencé à travailler. Nous avions un objectif, c'était de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa, au Maghreb, en Méditerranée. Grosso modo, au début, ça concernait l'époque médiévale, c'est-à-dire grosso modo du XIe au XVe siècle, mais au fur et à mesure que les membres ont adhéré, il y avait des historiens, des archéologues, des architectes, des anthropologues, des spécialistes de sciences religieuses. Nous avons d'abord élargi le domaine de compétences de la préhistoire jusqu'au XIXe siècle, et nous avons également ouvert, nous n'avons pas voulu toucher au mouvement national, mais je pense qu'il y avait suffisamment d'axes de recherche comme ça. Donc voilà grosso modo comment a débuté cette aventure. Le premier vice-président, c'était monsieur Boubkir Ladjouz, qui était à l'époque maire de Béjaïa et qui avait été professeur de mathématiques dans un collège. Et voilà, ensuite, nous avons commencé à travailler. Alors, je ne sais pas maintenant, est-ce que vous voulez que je vous donne quelques éléments par rapport alors, on va revenir sur… Parce qu'effectivement, pardon, excusez-moi, vous avez commencé avec les mathématiques, ensuite, il y a eu une pluridisciplinarité. Enfin, vous avez élargi à d'autres disciplines, donc il y a une approche pluridisciplinaire. On en parlera tout à l'heure. Alors, je voulais juste quand même, je vous connais depuis quelques années, je vous trouve très modeste, monsieur Issani, parce que vous dites un petit groupe, etc., mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait, c'est incroyable, vous avez fait énormément de choses, mais on y reviendra. Alors, je ne sais pas si nos invités veulent rajouter quelque chose au sujet de la genèse, justement, comment est né ce groupe, qui est un très grand groupe d'ailleurs. Je ne sais pas, monsieur Mechehed, monsieur Jalmoun, peut-être un petit mot, ou bien monsieur Jalmoun. Merci, madame. Je vous en prie, Nadia. Oui, Nadia. Alors, moi, j'ai adhéré à GIMAB dans un second moment, comme disaient les professeurs, quand le GIMAB a commencé à s'ouvrir plus sur d'autres disciplines. Moi, je me souviens, comme aujourd'hui, c'était professeur qui est venu, j'étais au musée, j'étais nouvellement recruté. Il est venu chercher un document sur, je me souviens, sur Dibouf. Quelqu'un qui
enfin, un ingénieur de l'époque coloniale qui faisait une recherche sur l'approvisionnement de l'eau à Bijaya médiévale. Donc il est venu, c'est moi qui l'ai reçu. Je me suis mis à chercher le document, je lui ai présenté. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller à JIMAB, représenter le musée, mais très rapidement, j'étais immergé dans cette association et c'est à partir de là, c'était 1995, que on n'a pas arrêté comme avec les autres collègues à la Kouliha. Donc j'étais jeune, mais il y avait déjà des archéologues qui ont participé à la création de JIBA. Monsieur Aïssani a cité Monsieur Boussadia et d'autres personnalités de poids, si je peux dire comme ça, modeste mais de poids à Bijaya. Et c'est cet environnement qui m'a franchement emballé et on a travaillé, on n'a pas arrêté de travailler depuis. Voilà. Merci, Monsieur Djermoun. Alors, puisque vous êtes tous les trois membres de l'association, avec bien évidemment le pilier de l'association, Monsieur Aïssani, on va demander également à Monsieur Mechehed de témoigner, de dire comment il a rejoint GIMAB. Et tout à l'heure, vous nous parlerez de votre rôle. Monsieur Mechehed, vous avez la parole. Ah. On vous entend pas. On vous entend pas, Monsieur Mechehed. Ouais, je crois qu'on a un problème avec le son. Ouais, je pense qu'il a un problème avec le son de son ordinateur. Ah. Bon. Excusez-moi, mais il y a un problème là. J'essaie de régler. Ouais, on ne l'entend pas, hein. Monsieur Mechehed, on ne vous entend pas. Ah, Monsieur Mechehed? Non, mais je crois qu'il y a un souci avec de réactiver le son car il a choisi de le mettre en sourdine. Vous avez choisi de mettre votre vous avez choisi. Vous avez mis votre son en sourdine et du coup, on ne vous entend pas. Alors, en attendant qu'il rétablisse, je vais lancer une question et je vais lui envoyer un chat en privé. Alors, sur le site de GIMAB, on peut lire que vous qualifiez en tous les cas GIMAB de société savante. Alors, moi, j'ai deux petites questions, mais qui sont indépendantes, qui sont interdépendantes. D'abord, qu'est-ce qu'une société savante et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous qualifiez GIMAB de société savante? Alors, qui veut prendre la parole? Et je vais écrire un message à Monsieur Mechehed. Je vais répondre à cette question. D'abord, la société savante GIMAB, le siège se trouve au sein de l'unité de recherche LAMOS. LAMOS, ça signifie modélisation et optimisation des systèmes. Je suis probabiliste, spécialiste des applications au modèle stochastique de la recherche opérationnelle. L'unité de recherche LAMOS a été fondée en 1985. Ça fait maintenant 37 ans. Et c'est la seule unité de recherche en Algérie dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Il y a aujourd'hui 171 chercheurs dans cette unité de recherche.
dont une trentaine avec le grade de professeur et une cinquantaine de doctorants. Donc, il faut bien comprendre quelle est la dimension de cette. C'est d'ailleurs l'une des plus anciennes structures de recherche en activité en Algérie. La GIMAB, pourquoi est-ce que nous disons que c'est une société savante? Une société savante, c'est une association qui travaille dans un certain domaine d'activité et qui, par des activités diverses, permet le développement d'une discipline ou bien d'un domaine quelconque. Vous avez par exemple la Société mathématique d'Algérie, qui est une société savante. Voilà, il y en a d'autres. Donc voilà, grosso modo, quelle est la signification de ce qu'est une société savante. Merci. Alors, monsieur Mechahed, est-ce que vous pouvez faire un test? Je viens de vous envoyer deux chats, enfin deux messages en chat privé. Je ne sais pas si vous les avez lus. Non, ouais, je crois qu'il a vraiment un problème. Je ne sais pas si vous pouvez. Moi, je n'ai pas son numéro de téléphone. Oui, je vais l'appeler. Il est en sourdine, en fait. Alors, je vais continuer. Donc, votre association poursuit plusieurs objectifs. Et moi, j'en ai retenu deux. Bien évidemment, vous pouvez parler des autres objectifs. Alors j'ai lu un petit peu, je me suis documentée sur votre association et j'ai compris que son objectif principal est et je vais vous citer, de contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa et au Maghreb de l'époque médiévale au XIXe siècle. Jamais. Alors, on ne t'entend pas, hein? On ne t'entend pas. Ah oui? Attendez. Pas... Merci, madame, d'avoir organisé cette. Alors, je vais continuer. Je vais continuer ma question. Excusez-moi, je vais continuer ma question. Et du coup, dans cette définition, vous avez qualifié en fait votre objectif. Donc, contribuer à l'exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa et au Maghreb à l'époque médiévale, au Maghreb de l'époque médiévale au XIXe siècle. Et dans cette définition, dans cet objectif, vous employez un mot qui est très très fort, et c'est le mot exhumation. Et qu'est-ce que c'est que l'exhumation? En fait, c'est un mot, c'est une notion qui renvoie à l'action de déterrer quelque chose qui est enfui dans la terre. Alors, j'ai deux questions aussi qui sont interdépendantes. En quoi consiste cet objectif et pourquoi employez-vous le mot exhumation? Je vais donner la parole, je ne sais pas à qui. Oui. Oui, je vais répondre à cette question parce qu'elle concerne le début donc de la fondation de GIMAB. En fait, au début, les indices qui existaient, c'était que on avait des pistes qui disaient que le célèbre mathématicien italien Leonardo Fibonacci avait fait ses études à Béjaïa auprès d'un maître admirable. Il utilisait l'expression ex mirabili magisterio. Et donc, c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler. Et nous avons donc essayé de localiser des personnages qui, à l'époque, avaient travaillé dans le domaine des mathématiques. Parce que les savants de l'époque médiévale, c'était des gens qui, de manière générale, étaient spécialisés dans le domaine des sciences religieuses, dans le domaine du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, et très peu d'entre eux étaient spécialisés en mathématiques ou bien en médecine. Par exemple, le biobibliographe de Béjaïa, El-Robrini, qui a écrit le livre Anouane Diraya, il cite 108 personnalités de Béjaïa. Parmi les 108, il y en a à peu près
une centaine qui sont spécialistes de sciences religieuses ou bien de jurisprudence, mais il n'y en a que 5 qui sont spécialisés en médecine et il n'y en a que 6 qui sont spécialisés dans les différentes disciplines mathématiques, c'est-à-dire sciences des héritages, astronomie, astrologie, algèbre, géométrie, voilà. Et le mot exhumation, il est fort quand même ce mot. Ben oui, parce que est-ce que vous savez que Ibn Khaldoun est un mathématicien? Ah non, je ne savais pas. Il est historien. Pour tout le monde, Ibn Khaldoun est un sociologue ou bien est un historien, mais en fait, dans son livre La Muqaddima, il consacre un chapitre aux mathématiques. Et sachez que jusqu'à présent, il y a des choses que dit Ibn Khaldoun qu'on ne comprend pas encore. Oui. On sait qu'il y a une trentaine d'années de ça, quand on a découvert à Tamakrout, au Maroc, le fameux traité du mathématicien marocain Ibn Munaym sur l'analyse combinatoire, on a enfin compris ce que disait Ibn Khaldoun par rapport à ça. Mais il y a d'autres choses que dit Ibn Khaldoun et pour lequel jusqu'à présent on n'a pas de réponse. Alors, moi je voudrais juste dire quelque chose. Quand vous dites, est-ce qu'on sait qu'Ibn Khaldoun était mathématicien, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas la distinction là, de discipline. C'est-à-dire que on faisait des mathématiques, d'histoire, un peu de tout, quoi. Donc voilà, on était un peu touche à tout, on était expert de tout. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. Non, je vous ai dit, les savants de l'époque médiévale étaient tous spécialistes de sciences religieuses. Et quand je dis sciences religieuses, il faut bien comprendre qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a le tasawwuf, il y a le kalam, il y a etc. Donc, ils étaient spécialisés dans certaines. Ils étaient tous jurisconsultes, ils étaient spécialisés dans le fiqh, mais il y en avait très peu qui étaient réellement spécialisés en mathématiques ou bien en médecine ou bien en astronomie. Voilà. Alors, merci, professeur. On va donner la parole à Monsieur Meshehed parce que, voilà, donc, Monsieur Meshehed, alors, je voudrais juste vous demander, il faudrait que vous ayez juste un appareil connecté parce que tout à l'heure, j'en ai vu 2. Donc, éteignez tout sauf celui sur lequel vous êtes. Alors, est-ce qu'on va revenir à tout à l'heure et puis on continuera après. Je voulais un peu que vous nous donniez votre témoignage. Comment vous êtes rentré justement à GIMAB? Monsieur Meshehed? Ah non, on ne vous entend pas. Ah non, il y a un problème. Non. Oui. On a un problème avec, vous avez vraiment un problème avec votre micro. Ouais. Bon. Alors, moi, je vais continuer hein, parce qu'on peut pas, on ne l'entend pas du tout. Alors, l'autre objectif que j'ai retenu, il concerne la reconsidération du savoir local. Alors, qu'est-ce que le savoir local? Et qu'est-ce que le savoir local dans le contexte de GIMAB? Et par quels moyens atteignez-vous cet objectif? Alors, je ne sais pas, peut-être c'est encore Monsieur Haissani qui va parler. Professeur Haissani? Monsieur. Ou bien est-ce que je prends la parole? Oui, si Monsieur Meshehed, on ne l'entend pas, il a un problème avec le son, c'est clair. Et je vais encore lui écrire un message. Et Monsieur Jalmoun, peut-être qu'il va dire quelque chose. Bonsoir. Ah, voilà. Voilà, je pense que ça se débloque.
c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, hein. D'habitude, ça roule très, très bien et là, je ne comprends pas où se situe le problème. Monsieur Meshehed, est-ce qu'on vous entend ou Là, pas? le micro, hein. On va continuer sinon. Attendez, je vais essayer de le remettre oui? Ça y est? Ben non. C'est mon tour. Non. Ah, voilà. Bah oui, oui, mais monsieur, Bon. on vous a pas interdit la parole, c'est vous justement, il y a un problème avec votre micro. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Alors, monsieur Meshehed, racontez-nous un peu comment vous avez rejoint GIMAB. Allez-y, on vous écoute. Non, il y a un problème. Des problèmes de connexion. Écoutez, je crois qu'il a vraiment un problème avec le son et là, on va avancer. Monsieur Jalmoun, alors attendez, on va d'abord voir. Monsieur Jalmoun, est-ce que vous voulez un peu répondre à la question? Bien, on laisse le professeur Issani parler et vous pourrez compléter. Quand vous voulez. Oui, je voudrais dire quelque chose Voilà. sur ce qu'a dit professeur. Oui, allez-y. Alors, c'est pour répondre à la question de l'usage du substantif exhumation. Alors, il faut savoir que pour le cas de Béjaïa, depuis la conquête espagnole de la ville, beaucoup de changements sont opérés. Il y a eu un impact important sur la société savante, sur l'urbanité de la ville. Donc, il y a un impact très important, on va dire, sur qui va être la mémoire collective après. Donc, si vous voulez, après l'époque espagnole, ottomane et la conquête française, la mémoire collective a, disons, oublié beaucoup de choses sur ce qui était l'avancement des sciences et des disciplines à Béjaïa. Bonsoir, madame. Bonsoir tout le monde. Allez-y, continuez. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est vrai que maintenant, au début disons, du commencement des recherches sur ces aspects-là, on connaissait vraiment pas beaucoup de choses. On a oublié beaucoup de choses. Donc, des recherches, notamment à GIMA, on fait beaucoup de recherches. Les gens sont des initiés dans les recherches bibliographiques, les recherches sur les anciennes sources. Donc, très, très souvent, on tombe sur des documents, des sources des sources littéraires de l'époque, et qui donnent des indications sur ces aspects-là. Donc, c'est le fait d'aller chercher des choses que nous ne connaissons pas encore qui fait qu'à GIMAB, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'exhumations parce qu'on va chercher des choses qu'on ne connaît pas maintenant. Ça veut dire qu'on a oublié. Le professeur vient de citer l'exemple de Ibn Khaldoun. Tout le monde connaît Ibn Khaldoun. Et c'est vrai qu'à l'époque, les savants étaient ce qu'on appelait des érudits, ça veut dire qu'ils maîtrisaient beaucoup de choses, mais quand même qui avaient certaines spécialisations. Ce n'est pas tout le monde qui était mathématicien, ce n'est pas tout le monde qui était médecin, ce n'est pas tout le monde qui était musicien. Donc, plus ou moins, il y a des gens qui ont des spécialités un peu particulières. Donc, ça veut dire c'est le fait de triturer, si vous permettez, ces sources que nous
nous arrivons à avancer dans nos recherches. Donc voilà, c'est juste pour vous apporter un peu, disons, des éclaircissements sur le mot qu'on a utilisé, exhumation. Et je rappelle que on a découvert, enfin, JIMAB, on a découvert des personnages qui n'étaient pas encore connus avant. Je cite, si je ne me trompe pas, professeur Ibn Yassamin, par exemple, ou qui est très mal connu, hein, un mathématicien maghrébin qui maintenant apparaît à la grande lumière grâce aux recherches de JIMAB. Oui, très bien. Alors, merci, docteur Djermoun. On va reprendre l'histoire de la reconsidération, l'objectif, la reconsidération du savoir local. Et est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, qu'est-ce qu'un savoir local? Et dans le cadre, en tous les cas, de GIMAB, hein, et par quels moyens essayez ou tentez-vous ou atteignez-vous cet objectif? Voilà, donc Très bien. une définition et les moyens. Très bien. Là, je pense que il est nécessaire que M. Mejhed puisse intervenir, Oui. parce que Oui, on a travaillé ensemble oui. en 1900, donc il y a une trentaine d'années hein, maintenant, lorsque on a découvert Efnir Chermoh. Voilà, c'est ça. Le coffre de Chermoh, c'est-à-dire c'est la Khizana, la bibliothèque de manuscrits de Chermoh. C'est une très belle histoire. C'était en 1994 que nous sommes rencontrés et que donc nous avons commencé. À l'époque, on recherchait des manuscrits de mathématiques et lorsque nous nous sommes rencontrés, on cherchait à localiser ces manuscrits de mathématiques et pour pouvoir les identifier, on nous ramenait les manuscrits et ça c'est du fiqh, ça c'est de la grammaire, ça c'est des sciences religieuses, etc. On s'est rendu compte que, en fait, il y avait une véritable bibliothèque. Cette bibliothèque se trouve dans un village qui s'appelle Tel Ouzrar, dans la commune de Ain Gresh, dans la wilaya de Sistif. Voilà. Donc, nous avons travaillé pendant 2 ans pour pouvoir faire le catalogue. En 1996, nous avons fait une exposition extraordinaire où nous avons divulgué les résultats de ces recherches. Et donc, voilà, ce que vous appelez le savoir local est là. C'est-à-dire que Chermoh, celui qui a fondé cette bibliothèque de manuscrits, il était, en fait, ce n'était pas un cheikh de Zawiya, c'était un agriculteur. C'était un agriculteur qui aimait le livre. Et donc, il a commencé à rassembler, il a commencé à copier, et pendant des années et des années, avec certains membres de sa famille, avec d'autres cheikhs qui se trouvaient dans d'autres villages, il a pu effectuer donc ce travail extraordinaire de constituer cette bibliothèque. Aujourd'hui, Efnir Chermoh est mondialement connu. Le catalogue est publié. C'est d'ailleurs la seule bibliothèque de manuscrits de la Kabylie dont le catalogue a été réalisé et la plupart des documents sont disponibles. Grâce à cette bibliothèque, on a pu notamment mettre en évidence un certain nombre de manuscrits de langue berbère. Voilà. Et donc, Chermoh est qu'on appelle un lettré local. C'est un lettré local, c'est un agriculteur, mais en même temps, donc, il avait fait des études dans une zaouia, la zaouia de Cheikh Ahmed à Sedouk, et donc c'était lui qui conduisait donc la khotbah du vendredi au niveau de la région, mais ce n'était pas un cheikh de zaouia.
Voilà, j'aimerais bien que M. Mejhed puisse intervenir pour pouvoir développer cet aspect. Écoutez, moi, je ne suis pas contre que M. Mechahed participe. C'est pour ça que je l'ai invité. Le problème, c'est qu'il a un souci avec. Ah, d'accord. Il n'arrive pas encore de. Bah, c'est le même problème qu'on a eu avec vous. Je pense que c'est D'accord. son micro qui ne fonctionne pas. Moi, je vais encore lui redonner la parole, mais voilà, je ne pourrais pas. Voilà. Donc, je vais essayer. On va essayer. Lui, il nous entend, paraît-il. Monsieur Mechahed, vous avez la parole. Voilà. Voilà. Vous voyez comme moi, il y a un problème. Oui, oui. C'est dommage, parce que c'est lui qui aurait pu nous parler des Oui. manuscrits, de la bibliothèque, de voilà. Et Monsieur Meshhed, essayez de voir ce qu'il a votre micro. Non, on n'entend rien. Bon. Tout à l'heure, on l'entendait très bien. Et tout d'un coup, je lui ai même demandé de se mettre sur un smartphone. Jamal, Peut-être qu'on pourrait le faire. il y a ton tour, mais écoute, tu sais, en haut, écoute, en haut. Bon. Non, écoutez, on a des problèmes techniques qui viennent de son ordinateur. On va pas, voilà quoi. On va continuer l'émission quand même, je pense. Je pense qu'il faut qu'on continue l'émission, sinon on n'avancera pas. Alors donc, oui, je trouve que c'est dommage parce que moi j'aurais vraiment voulu qu'on parle des manuscrits, mais je vais lui réécrire. Oui. Alors, je vais quand même passer à une autre question parce qu'il faut qu'on avance. Alors, à l'origine, GIMAB s'intéresse à l'histoire des mathématiques à Bougie à l'époque médiévale. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, professeur Aïssani, mais j'aimerais bien qu'on développe un petit peu. Alors, d'abord, pourquoi ce focus sur les mathématiques et pourquoi la période médiévale? Parce que c'est important de dire pourquoi effectivement, vous parlez de bougies à l'époque médiévale. Donc c'est important de dire aux internautes pourquoi. Pourquoi les mathématiques et pourquoi la période médiévale. Donc vous pouvez déjà vous exprimer sur, alors je ne sais pas, vous, Monsieur Djalmoun, c'est comme vous voulez. Peut-être que M. Djalmoul peut dire quelques mots concernant Béjaïa médiéval, ce Très qu'elle bien. était comme centre intellectuel, économique, etc. Ensuite, moi, je parlerai des mathématiques. On fait comme ça. Alors, Monsieur Djalmoun, je libère le micro, sinon on va avoir les mêmes problèmes que Monsieur Non, moi, Mechahed. je pense qu'il n'y a pas de souci pour moi. Hein. J'espère. Allez-y, parlez avant que ça parte. Voilà. Donc, il faut savoir que la ville de Béjaïa, c'est une ville déjà très ancienne, hein, plusieurs fois millénaires. Elle existait depuis la haute antiquité comme un des comptoirs de Carthage, ville des royaumes nationaux, dits nationaux, Massinissa, Sipax, ainsi de suite, et ville très ancienne, enfin de l'occupation romaine très ancienne, mais probablement la ville concernant, bon, c'est une ville très urbaine, hein, elle est appelée à l'époque romaine Splendissima Civitas, qui veut dire très splendide ville très disons qui a une urbanité assez importante. Mais par contre, probablement, la période où la ville va se voir, disons, devenir un centre de savoir et de sa transmission, pardon, c'est à l'époque médiévale. Donc ça commence avant les Hamadites. Béjaïa est déjà un comptoir dit d'Andalou, qui servait de point d'échange commercial avec l'Andalousie et l'Afrique du Nord, et probablement l'Interland et l'arrière-pays. Mais la ville va, disons, son importance intellectuelle va s'accroître durant
le transfert de la capitale des Hamadites depuis la Qal'a de Bani Hamad à Béjaïa. Et c'est là que, disons que le process de faire de cette ville une ville de savoir et qui le transmet, ça commence à partir de cette dynastie qui a encouragé, comme c'était le cas à l'époque, les lettrés et les savants pour leur permettre de faire, disons, leurs recherches et prodiguer leurs enseignements. D'ailleurs, à titre d'exemple, on citera que à Béjaïa, il y avait, on le sait à partir des écrits d'Al-Roubrini, par exemple, qu'il y avait une khizana, enfin une bibliothèque Malakiya à Béjaïa. Et qu'il y avait aussi un dépôt pour les archives, Mawdi' Béjaïa. Et on sait à partir de ce bibliographe qu'il y avait beaucoup de zawiyas, donc de lieux d'enseignement très importants dans la ville et qui, disons, permettaient à des savants, et comme disait tout à l'heure professeur, que globalement, ces savants-là, de prime abord, étaient des jurisconsultes et des faqirs, mais qui avaient autre chose à offrir, autre chose à prodiguer, d'autres enseignements à donner. Donc, Béjaïa est d'abord un lieu où beaucoup de savants du pourtour, enfin, disons de l'Andalousie, mais aussi de l'Afrique du Nord, de Ifriqiya, venaient apprendre, mais aussi venaient prodiguer des enseignements. Donc, on en connaît beaucoup qui viennent de l'Andalousie et qui viennent de l'arrière-pays, Qal'a de Bani Hamad, N'Gaous, Tifash, Qayrawan, Fas, ainsi de suite. Donc, durant l'époque hamadite et l'époque almohade, qui est peut-être, c'est la période que l'on connaisse le mieux, et la période des Hafsides et du royaume indépendant. Ah. Je vous ai dit, il a trop vite parlé. Ah, je crois qu'il y a un problème de... Il y a un problème de connexion là, monsieur. On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Monsieur Djermoun? Ouais, bon. Ah, vraiment, c'est figé, hein. Ce qu'on va faire, on va revenir vers lui tout à l'heure. Et on va aussi revenir vers monsieur Mechehet pour voir si ça... Et par contre, je vais vous donner la parole, monsieur Haïssani. D'accord. Bah oui. D'accord. Ah oui, il est figé, hein, là. Ouais. D'accord. Donc, pour continuer ce que disait Hossein, pourquoi les mathématiques? Bon, d'abord, il faut bien comprendre quelle est la dimension scientifique et intellectuelle de Béjaïa à cette époque médiévale. Au XIIe siècle, il y avait le fameux poète sicilien Ibn Hamdis. Vous savez, qui a vécu et séjourné à Béjaïa, vous savez, les palais hamadites de Béjaïa ont été détruits par les Espagnols. Le seul témoignage qui en reste, c'est la poésie d'Ibn Hamdis. Le métaphysicien andalou Ibn Arabi a également séjourné ici à Béjaïa. Il y a eu une vision très célèbre. Je parlais tout à l'heure du mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui est également venu à Béjaïa. Si vous voulez, son père était représentant des marchands italiens auprès de la douane de Bougie.
il s'est rendu compte que les marchands et que les pêcheurs comptaient différemment. C'est pour ça qu'il décide de faire venir son fils pour s'initier au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. C'est lui qui va, à partir de Béjaïa, populariser l'utilisation des chiffres arabes en Europe. Les chiffres qui étaient utilisés ici, à Béjaïa, au Maghreb et en Andalousie, ce sont les chiffres qu'on appelle aujourd'hui les chiffres arabes, qui sont d'origine andalouse, mais je veux dire qui sont d'origine indienne, mais qui sont différents des formes de chiffres qui étaient et qui sont encore aujourd'hui utilisées en Orient. À cette époque, c'est-à-dire le XIIe siècle, il y avait donc ici l'utilisation de ces chiffres et il y avait également l'utilisation d'un symbolisme. Le symbolisme, si vous voulez, en mathématiques, le symbolisme, c'est à partir du XVIe siècle avec Viette, mais en fait, au XIIe siècle déjà, le trait de fraction était utilisé. On les trouve aujourd'hui dans beaucoup de manuscrits. Et par la suite, donc, à partir du XIVe siècle, il y aura l'utilisation d'autres types de chiffres comme le x, x carré, le signe racine carrée qui était également utilisé. Donc vous voyez, le développement des mathématiques à cette époque, ici, donc au Maghreb et en Andalousie, avait une spécificité particulière à cette époque. Est-ce que, alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on revient vers monsieur, monsieur Hussein Jarmoun? Est-ce que vous pouvez finir? Parce que tout à l'heure, on vous a perdu. Vous finissez et ensuite on reviendra vers monsieur Meshahed. J'espère qu'il pourra parler. Je l'espère. Attendez, je libère le micro. Très bien, merci. Désolé, je pense que c'est un problème de connexion. Oui, oui, bien voilà, sûr. je disais que Béjaïa va connaître un essor exceptionnel sur les enseignements et des mathématiques et d'autres disciplines qui étaient à l'époque prodiguées à l'époque. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus vers la période des Almohades et des Hafsides, et puis du royaume indépendant de Béjaïa, que se matérialise notre connaissance sur disons, la société savante de Béjaïa de l'époque, la structuration, comme disait professeur, du milieu savant de Béjaïa. Donc, nous avons des données que l'on retrouve à partir des documents et des sources des gens de cette Rebelote. Là. Oui, rebelote. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il ne va pas jusqu'au bout, docteur Hussein Jarmoun. Alors, il reste vous et moi. Monsieur Haissani, on va un petit peu continuer. Monsieur Meshahed s'est déconnecté, j'espère qu'il reviendra, et quand il reviendra, j'espère qu'il pourra parler pour qu'il nous parle des manuscrits. Alors, vous avez, GIMAB a organisé plusieurs colloques, alors des colloques en hommage à des personnalités de la région, des personnalités étrangères et toujours de la période médiévale. Est-ce que vous pouvez nous citer, alors vous en avez cité quelques-uns, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de ces intellectuels et de nous dire quel rôle ils ont joué à Béjaïa? Par exemple,
moi, j'aimerais bien qu'on parle de Ibn Khaldoun, par exemple, parce que moi, j'ai lu le livre que vous avez fait, c'était une exposition. Ensuite, vous avez publié un livre et je l'ai chroniqué. Et j'ai appris beaucoup de choses sur Ibn Khaldoun, la présence de Ibn Khaldoun, le séjour d'Ibn Khaldoun à Béjaïa. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms et dire quel rôle ils ont joué, qu'est-ce qu'ils ont fait à Béjaïa et quel a été le rôle. Voilà. Je vais libérer le micro. C'est bon. En 1997, nous avons organisé un colloque international qui s'intitule Béjaïa et sa région à travers les âges, histoire, société, sciences, culture. C'est ce que disait la regrettée Nejma Abdel Fattah, le premier colloque pluridisciplinaire sur la ville de Béjaïa. Et par la suite, pratiquement depuis 2004, nous organisons un colloque par an, effectivement, en se spécialisant sur certains personnages. Par exemple, pour le voyageur, le Hussein Al-Wartilani, nous avons pratiquement travaillé 12 ans pour pouvoir produire cette manifestation. Parmi les colloques qui ont eu le plus marqué donc, ce que nous avons fait, c'est par exemple le colloque que nous avons fait sur le philosophe catalan Raymond Lull. Vous savez que Raymond Lull est venu à Béjaïa en 1307, c'est le voyage qui est entré dans l'histoire. Il arrive et sur la grande place, il clame que le christianisme est meilleur que l'islam et qu'il est prêt à le démontrer. Bien sûr, il a failli être lynché par la population, mais le prince de Bougie va le mettre en résidence et pendant 6 mois, les oulémas vont aller le voir et ils vont disputer. Ils utilisent le terme disputer et ils vont aborder un certain nombre de sujets. Et lorsqu'il va être libéré, il va repartir en Europe, mais arrivé là-bas, le bateau va faire naufrage et donc il va perdre ses manuscrits dans la tempête, mais arrivé en Europe, il va reconstituer ses discussions avec les savants de Béjaïa. Il va, comment dirais-je, écrire un livre très célèbre qui s'appelle La Disputatio, qui était destiné au pape d'Avignon pour un projet de croisade intellectuelle. Et vous savez que c'est le seul témoignage aujourd'hui qui reste sur les discussions qu'a eu Raymond Lull avec les savants de l'islam. Pour revenir à Ibn Khaldoun, effectivement, en 2006, les Nations Unies et l'UNESCO ont décrété que l'année 2006, ça sera l'année Ibn Khaldoun. Et donc, il y a eu un peu partout dans le monde des manifestations. Et nous, ici à Béjaïa, on a organisé un colloque sur, on a appelé d'ailleurs Ibn Khaldoun à Béjaïa, pour bien spécifier pourquoi il est venu à Béjaïa. Vous savez que c'est en 1365-1366, il arrive ici à Béjaïa pour des raisons politiques. Il avait été nommé Hajb, c'est-à-dire Premier ministre. Et donc, tous les jours, après avoir expédié les affaires courantes au niveau de la cour, il va descendre à la mosquée d'Al-Qasaba pour donner des cours de jurisprudence et de mathématiques. Voilà, donc je vous ai dit que quand, en 2006, donc, nous avons fait ce colloque qui a eu un très grand succès parce que nous avons choisi justement la date de sa mort. Et donc, ensuite, quelques temps après, nous avons été contactés par la présidence de la République. Pourquoi ? Parce que les Espagnols ont eu une idée géniale. Ils ont organisé à Séville une extraordinaire exposition sur Ibn Khaldoun et ils ont invité tous les présidents
des pays qui étaient concernés par Ibn Khaldoun. C'est-à-dire, ils ont invité le président algérien, le président tunisien à l'époque c'était Ben Ali, le président égyptien, et la présidence nous a contactés pour savoir est-ce que c'était important que le président algérien aille à ces villes. Nous avons expliqué que c'était très important, et c'est comme ça que le président Bouteflika est parti à Séville, et c'est nous qui avons fait son discours. C'est lui qui a choisi le thème, Ibn Khaldoun et la modernité. Monsieur Aissami, professeur Aissami, j'ai eu très très peur. Je croyais que vous aussi vous vous étiez arrêté. Écoutez, moi je peux dire juste quelques mots. J'ai dans mon roman L'ombre d'un doute, mon personnage qui s'appelle Sidi Khaldoum, il a une double face en fait, et j'ai été très très influencée par ce que j'ai lu sur Ibn Khaldoun à Béjaïa, et par moment, je l'imagine comme ça, Ibn Khaldoun se baladant dans la ville, essayant de connaître un peu la ville, etc., etc. Et puis un tout petit peu d'Ibn Khaldoun, tel que je l'ai imaginé dans ce personnage, et qui va devenir très méchant. On réessaye avec Monsieur Meshehed. J'espère que ça va fonctionner. Monsieur Meshehed, parlez. Monsieur Meshehed, il nous boycotte ou quoi? Non, c'est bon. Je crois qu'on va faire sans lui, c'est clair. Bon, moi j'aurais voulu qu'on parle de la bibliothèque. Oui. Attendez. Peut-être que c'est moi. Monsieur Meshehed, allez-y. Non, il est coupé là. Hein? Ah, voilà. Oui, mais j'arrive. Alors, il se coupe tout seul en fait. Regardez ce qu'il me dit. Impossible de réactiver le son de votre invité car il a choisi de le mettre en sourdine lui-même. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et je sais pas, voilà. Les problèmes techniques risquent d'empoisonner cette émission. J'ai envie d'avancer. Voilà. Donc, je vais continuer. Je trouve que c'est dommage. Mais peut-être qu'on pourra en organiser une autre plus tard. Peut-être avec lui, je pourrais faire un face-à-face autour des manuscrits, etc. Ce serait un bon sujet. Alors, messieurs, je voudrais qu'on parle maintenant de deux musées que vous avez créés, ou en tous les cas que vous avez contribué à créer. Il y a le musée de l'eau à Toudja, et il y a aussi le musée des Ait Warlis, qui est un musée de patrimoine et de société. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord du musée de l'eau et puis des Ait Warlis? Et moi, j'aime bien les Ait Warlis parce que moi-même, je suis une Ait Warlis. Voilà. Alors, qui c'est qui veut nous en parler? Professeur Aissani ou docteur Djermoun? Peut-être que M. Djermoun parle du musée de l'eau d'abord. Très bien. OK. Alors, oui, c'est libre. Et vous allez... Ah non. Très bien. Oui. Alors, faites vite. Oui. Alors, le musée de l'eau, c'est une des actions dont nous sommes très fiers à JIMAB, parce que sur tout un programme euro-algérien, ONG2, probablement le seul projet qui est encore viable, c'est celui du musée de l'eau de Toudja. Donc c'est parti à partir d'une idée géniale avec le professeur. On avait décidé de faire quelque chose sur les savoir-faire locaux en matière de gestion de l'eau, mais aussi en matière d'autres patrimoines immatériels. Donc, nous avons monté un projet avec ONG2, mais aussi avec l'aide de la commune de Toudja, qui les gens nous ont fait confiance, ils ont adhéré à notre idée, et aussi l'Assemblée populaire wilayale, qui aussi nous a soutenu un peu avec de
du financement. Et on a pu faire quelque chose, permettez-moi, d'extraordinaire, parce que c'est un musée qui est devenu plus fréquenté que des musées au niveau national, comme le musée du Bardo à Alger. Il y a plus de visiteurs au musée de Touja qu'au musée d'Alger. Voilà. Donc, on a fait un contenu extraordinaire, un contenu constitué des recherches que nous avons fait dans le cadre de JIMA sur l'aqueduc de Béjaïa, sur l'aqueduc de Non-Eusdatus, mais aussi sur l'usage de l'eau à Touja, l'usage de l'eau dans les activités économiques, les savoir-faire locaux, les fameux moulins à eau. Donc, on a restitué beaucoup de contenu, on a raconté beaucoup d'histoires importantes sur sur ces savoir-faire. Donc, nous sommes très contents, je vous le dis, la viabilité de cette institution, elle dure depuis 2008 et nous en sommes très, très contents. Est-ce que je peux juste vous demander, tout le monde ne connaît pas Touja, c'est une commune, est-ce que vous pouvez juste la situer géographiquement? Ben oui, bon, Touja, elle n'est pas très loin de la ville de Béjaïa. À peine une vingtaine de kilomètres, 12 kilomètres jusqu'à, disons, la bifurcation de Ouadrire. Et bon, donc, il n'y a pas, c'est une commune qui est juste dans les alentours de Béjaïa. Donc, il y a, elle est entre, disons, limitrophe de Ouadrire et de la commune de Béjaïa. Donc, c'est pas très loin. Elle est très connue pour ses sources. C'est ça, oui. Oui, donc des sources millénaires, mais aussi elle est connue pour avoir servi de source d'alimentation du fameux aqueduc mondialement connu qui ramenait à l'époque romaine de l'eau depuis Touja vers Béjaïa à partir d'un dispositif d'adduction qui était un aqueduc qui est très connu parce que on connaît l'histoire de sa mise en œuvre et on connaît le librator ou l'architecte, disons, l'ingénieur qui a ramené l'eau de Touja vers Béjaïa et on connaît les péripéties de disons, cet ouvrage. Voilà. Et en fait, là, je suis sur Wikipédia et ils écrivent fête patronale, la fête de l'eau. Donc, il y a la fête de l'eau qui se fait quand? C'est en quel mois? Alors, si je peux reprendre la parole et le professeur probablement dira encore plus. Juste un petit c'est mot. aussi JIMAB qui a instauré cette fête à Touja. Donc, c'était dans le sillage du projet du musée de l'eau, qu'on a appelé aussi Akham Ouamen, donc la maison de l'eau. Akham Ouamen en kabyle, bien sûr. Alors, on va, merci Dr Djermoun. Professeur Aïssani, on va parler de l'autre musée qui est le musée d'Eit Warlis. Oui, je voudrais compléter ce qu'a dit notre ami concernant le musée de l'eau. D'abord, il faut savoir qu'actuellement, le musée est géré par le ministère des Ressources en eau. Nous avons réussi à le faire, comment dirais-je, rattacher à l'Agir. Et donc, ils ont recruté tous nos personnels. Et donc, c'est eux actuellement qui le gèrent. Et à l'origine donc de notre projet, c'était les mathématiques. Le docteur Djermoun a préparé sa thèse de doctorat sur l'aqueduc de Touja. Et grâce justement au témoignage
de Nonius Datus, l'ingénieur, le librator, et à tous les relevés, aujourd'hui, on a des possibilités d'avoir des informations sur la manière avec lesquelles les Romains calculaient à l'époque. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment les Romains calculaient. Voilà. Et il y a plusieurs mathématiciens célèbres qui ont travaillé sur cet aqueduc. Au tout début, le docteur Hossein Djermoun a parlé de Eugène Déwulf, qui était ingénieur du génie, membre fondateur de la Société mathématique de France, qui a travaillé sur cette conduite. Et en 1893, l'ingénieur Albert Ribocourt a piloté le projet de réutilisation de la conduite par les Français. Voilà. Je voudrais également dire que la marraine du musée de l'eau, c'est Jamila Bouhirt, qui était venue avec Abdelkader Gurouj pour l'inauguration du musée en 2009. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et nous avons institué la fête de l'eau. C'est le premier samedi qui suit la journée mondiale de l'eau. La journée mondiale de l'eau, c'est autour du 21 mars. Et donc, le premier samedi qui suit la journée mondiale de l'eau, c'était la fête de l'eau à Toudja. Des milliers de personnes qui venaient de partout. Bon, malheureusement, avec la Covid, on a arrêté. Mais j'espère qu'on va pouvoir reprendre. Et nous avons également créé un circuit touristique à l'intention donc des familles qu'on appelle la route de l'eau. La route de l'eau est un circuit de Toudja à Toudja qui fait à peu près 50 km et qui passe par un certain nombre de sites et monuments liés à l'eau, comme Bir Slem par exemple, que l'on vient de classer comme parmi les biens culturels de la wilaya de Béjaïa. Alors, pour en venir donc au musée de la basse vallée de la Soumam, que nous avons créé en 2012, il s'agit à l'origine d'une idée du maire d'Elfly à l'époque, qui avait créé au niveau de la commune un espace il avait appelé le musée des Etourlis. Et il nous a contactés pour nous demander de l'aider peut-être à donc on est parti pour voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est là que on s'est rendu compte que pour pouvoir créer un musée des Etourlis, vous savez, la tribu des Etourlis, c'est 6 communes. Et on s'est rendu compte que pour pouvoir créer un espace à Elfly, pour parler des Etourlis, ça serait problématique. Pourquoi ? Parce que chaque commune qui a quelque chose n'acceptait pas de le céder pour la commune d'à côté. Par exemple, le mausolée du jurisconsulte Abdelrahman Aoulis qui se trouve à Talet Egout, dans la commune de Tinebdar, c'était stupide de faire à Elfly une maquette, alors qu'il suffisait de faire quelques kilomètres pour aller voir l'original. Et c'est comme ça que nous avons créé ce concept, en fait, le musée circuit. Qu'est-ce que nous avons fait ? Ensuite, nous avons élargi ce concept à toute la basse vallée de la Soumam. Il y a 12 communes. Dans chaque commune, nous avons choisi un site. Il fallait que les sites ne soient pas les mêmes. Par exemple, dans la commune de Timzrit, nous avons choisi la mine de fer de Timzrit. Donc, il s'agit d'un site industriel. Il s'agit d'un site industriel et qui est très important parce qu'elle est très importante, pas simplement du point de vue industriel, mais également pour le syndicalisme en Algérie, etc. Et donc, nous avons choisi 12 sites et nous avons fait des dossiers de classement. Vous savez qu'un dossier de classement, c'est pas simplement de montrer que le site archéologique est intéressant du point de vue historique, mais il faut également faire tout un dossier technique
Hein, il faut le plan de masse, le plan de situation, le statut juridique, etc. Dans chaque commune, nous avons choisi un site. Il fallait que les sites soient différents, c'est-à-dire il y a des stèles libico-berbères, il y a des mausolées, il y a des zaouïas historiques, etc. Et nous avons proposé des circuits de telle manière que lorsque un touriste vient dans la région, il sait ce qu'il peut visiter. Alors, nous avons travaillé sur 2 bibliothèques, celle de la bibliothèque d'Elfly et la bibliothèque de Tinebdar, où nous avons présenté le concept avec la documentation. Et ce concept, nous l'avons, comment dirais-je, expérimenté en 2012 et notamment en 2015, lorsqu'il y a eu le fameux festival de Tinebdar, il y a eu plusieurs circuits qui ont eu un très grand succès. Le concept, maintenant, il est élargi parce que grâce donc à ce début, nous avons ensuite mis en place ce qu'on a appelé le musée de patrimoine et de société de la Kabylie. Donc nous avons élargi à toute la Kabylie. Donc il y a 8 wilayas qui sont concernés et actuellement nous avons un projet qui concerne la haute vallée de la Soumam. Nous avons candidaté pour l'appel à projet de l'APEWI. L'APEWI, donc c'est le conseil régional de Béjaïa. Nous avons candidaté, nous avons été sélectionnés. Et donc sur la haute vallée de la Soumam, autour d'Agbou, il y a 15 communes. Et dans cette région, nous avons choisi de travailler sur 15 sites et monuments. Nous avons exclu ceux qui sont suffisamment connus, comme par exemple la Qal'at Net Abbès, l'ancienne capitale donc, du royaume des Abbès, dans les Bibans, le mausolée de Tir Haddad à Sédouk, la Zawiya Institut de Shlata, le musée d'Ifri. Voilà, tous ces trucs-là qui sont suffisamment connus, nous ne les avons pas pris en considération. Sur ces communes, nous avons choisi autre chose. Par exemple, dans la commune de Shlata, nous avons choisi le site archéologique antique de Dir el-Oumset. Voilà. Alors, oui, merci. Alors, juste, à Tinebdar, c'est quoi le site? Vous avez fait choisi quel site? Dans le village de Tel Efegouth, nous avons choisi le mausolée du jurisconsulte Abdelrahman Aourlis. Abdelrahman Aourlis. D'accord, mais pas Sidi Moussa. Non, c'est pas Sidi Moussa. Sidi Moussa, c'est en haut. Non. Oui, là, en 2004, nous avons fait un colloque international sur ce jurisconsulte qui est mort en 1384 et qui est l'auteur d'un livre de référence qui est connu d'ailleurs sous le nom de El Ourlissiya. Et voilà, donc c'est ce personnage. Et juste la maison Sayad, vous m'en avez parlé, d'ailleurs, il faudrait que je revienne vers vous. La maison Sayad aussi, elle a été classée, enfin, elle fait partie du circuit. Oui. La maison de Abdelmalek Sayad se trouve dans un village qui s'appelle Rvala et qui se trouve sur le territoire de la tribu des Edjlil. Et c'est une maison qui est particulière, donc il y a le côté traditionnel avec Dainin, etc. Et il y a la partie qui est un peu moderne et où il y a le bureau de Abdelmalek Sayad avec des documents de l'époque où il était à l'école normale de Bouzalera. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce travail de classement a été fait en collaboration avec l'association Abdelmalek Sayad qui a été créée dans ce village et la commune de Edjlil. Il faut savoir qu'en France, il y a des comment dirais-je, il y a une médiathèque qui porte le nom d'Abdelmalek Sayad. Il y a également
à la cité, au musée de l'immigration. Oui, oui. Voilà, donc voilà. Mais Nous avons, moi, il fait partie donc des 12 sites d'accord, choisis. d'accord. Ok. Monsieur, alors, on va à présent poser une question, enfin donner la parole en tous les cas à Dr Djermoun. Et Dr Djermoun, vous avez, j'essaye de vous mettre en, hop, voilà. Vous avez, je vais ouvrir le micro, sinon vous ne pourrez pas parler. Donc vous avez, vous souhaité parler, et je relis ce que vous m'avez dit, je n'ai rien réécrit, l'action et l'apport de GIMAP dans l'identification, l'étude, la protection et la mise en valeur du patrimoine matériel à Béjaïa et son hinterland, et hinterland, ça veut dire l'arrière-pays. Alors, juste avant de parler de votre sujet, pouvez-vous juste nous dire le patrimoine matériel, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? Voilà. À vous la parole. Très bien, merci. Donc, le patrimoine, maintenant, au niveau international, c'est l'identification qui est faite par l'UNESCO et tout. On parle de patrimoine, en anglais on dit heritage. Patrimoine, c'est tout c'est tout l'héritage de l'homme, des sociétés, des civilisations. Mais il y a une partie qu'on appelle le patrimoine matériel, donc c'est tout ce qui est sites, monuments, artefacts, ainsi de suite. Et il y a une autre partie qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. Oui. Voilà. Donc, moi, pour GIMAB, globalement, nous avons une action qui consiste à la recherche et à l'identification et à la sauvegarde de tout le patrimoine, donc même immatériel. Mais moi, j'ai choisi de parler du patrimoine matériel parce que c'est un peu ma spécialité. Donc, je suis archéologue, je deal, comme on dit en anglais, avec les aspects matériels. Donc, depuis le début, GIMAB a eu une action, a eu un intérêt et a eu, si vous voulez, une expertise. Donc, il y avait des archéologues, il y avait des historiens, il y avait des gens du domaine qui ont un capital d'expertise important. Et ces membres dont je fais partie, on a permis de faire soit des prospections, soit quand on nous appelle, quand on nous sollicite par d'autres associations, d'autres intervenants dans le domaine. Et donc, nous, GIMA, on se déplaçait souvent et nous apportons notre expertise. Comment? Donc, le fait de faire l'identification, ça veut dire il y a des sites qui sont découverts, il y a des inscriptions qui sont découvertes, des stèles libico-berbères qui sont découvertes. Il y a à chaque fois qu'on nous sollicitait pour apporter une identification, on se déplaçait pour le faire. Et donc, ce cumul d'informations qu'on glanait nous permettait aussi d'aider à monter des dossiers de classement. Et GIMAB est parmi, sinon l'institution qui a le plus proposé de dossiers de classement pour l'inscription sur l'inventaire supplémentaire au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc, il faut savoir que
avant, c'était juste l'apanage des institutions de l'État qui avaient la possibilité de proposer des dossiers de classement. Mais après la loi 1998, la loi disait toute personne ayant intérêt. Donc, JIMAB avait intérêt à ce que des sites, des artefacts, des monuments soient reconnus, que leur soit reconnue la qualité de patrimoine. Donc, c'est dans ce sens-là que l'apport de l'association se concentrait. Donc, le professeur vient de parler de l'élaboration de circuits, la route de l'eau, le musée des Esvoiris, le musée de géologie, le musée de l'eau. Tout ça servait de vecteur de valorisation du patrimoine. Et on valorisait le patrimoine. Non seulement on l'identifiait, on l'étudiait, des articles, disons, des articles scientifiques, des articles de vulgarisation, les fameuses plaquettes de JIMAB qui deviennent des documents académiques et scientifiques à part entière, de référence. Donc tout ça, ça concourt pour nous dans l'action de valorisation du patrimoine. Donc nous, notre but, c'est de faire connaître le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, de la ville de Béjaïa, de son hinterland, mais aussi de l'Afrique du Nord aussi. Hein. On se voit un peu, on déborde souvent sur les autres cités de l'Ifriqiya, de l'Afrique du Nord. Voilà. Merci, docteur Germoun. C'est vraiment des sujets très, très intéressants. Et alors moi, je suis vraiment désolée pour Jamel, monsieur Meshahed, mais bon, je lui ferai des propositions à condition qu'il répare son ordinateur, parce que sinon, on ne pourra pas faire l'émission. Alors, il nous reste, j'aurais voulu vous poser beaucoup de questions, mais l'heure tourne, et j'ai envie de parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai chroniqué. Et c'est le livre que vous avez intitulé, je crois qu'il y avait déjà d'abord une exposition, il me semble, Les échanges intellectuels entre Béjaïa et Tlemcen. Alors, ces deux villes sont réputées avoir entretenu des relations conflictuelles en raison de leur situation géostratégique, mais elles ont aussi eu des échanges culturels, scientifiques, intellectuels, sur le plan musical. Alors, est-ce que vous pouvez, et donc tous ces échanges ont contribué à la constitution d'une tradition scientifique médiévale au Maghreb. Et ma question, quels étaient quelques-uns de ces échanges? Et est-ce que vous pouvez juste faire un petit focus sur les échanges sur le plan musical? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous étiez en train de dire, c'est que effectivement les États étaient en conflit. Hein. Par exemple, les Abdelwadid donc à Tlemcen et les Hafsides à Béjaïa, ils étaient en conflit, mais les savants, eux, ils circulaient librement. Ils allaient de Fès à Tlemcen, à Béjaïa, à Constantine, à Tunis, en toute liberté. Voilà. Et effectivement, entre Béjaïa et Tlemcen, il y a eu deux périodes. D'abord, il y a la période entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. C'était beaucoup plus Béjaïa qui était la capitale, j'allais dire, intellectuelle du Maghreb. C'était celle qui avait le plus la cote. Mais à partir du XIVe siècle, ça sera le tour de Tlemcen qui va prendre le relais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'entre le 11e et le 13e siècle, c'est beaucoup plus les savants de Tlemcen qui venaient à Béjaïa. Et à partir du 14e siècle, ça sera le chemin inverse. Ça sera comment dirais-je, de Béjaïa vers Tlemcen. Et il y a eu comment dirais-je, un travail extraordinaire qui va se faire dans plusieurs disciplines. Vous avez évoqué cette fameuse exposition, la méga exposition, les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen, que nous avons produite en 2011. J'avais été le commissaire de cette méga exposition. Il faut bien comprendre, plus de 500 mètres carrés, 40 histoires extraordinaires qui concernaient ces échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen dans le domaine de différentes disciplines, mathématiques, la jurisprudence, la médecine, etc. Et ça, c'était l'exposition, mais en même temps, nous avons produit un spectacle avec le théâtre régional de Béjaïa que nous avons intitulé Mechdelli Zouaoui Fi Tlemcen. C'est ce spectacle extraordinaire. Écoutez, 40 comédiens sur scène. Il faut bien comprendre ce que ça a été. Il s'agissait donc de l'histoire d'un éminent savant de Béjaïa qui s'appelle Aboul Fadl al-Mechdelli, originaire, comme son nom l'indique, donc de Mayo, dans la wilaya de Bouira, mais qui a fait ses études à Béjaïa et qui ensuite va aller à Tlemcen. Il va faire ses études à Tlemcen et ensuite il va revenir à Béjaïa. Il va aller à Tunis. De là-bas, il va aller en Orient et ensuite il va aller au Caire où il va enseigner à Al-Azhar. Nous avons le spectacle raconte cette histoire-là. Et regardez l'intitulé que nous avons fait, le Mechdelli Zouaoui Fi Tlemcen. Le spectacle est en arabe dialectal et il a eu un très très grand succès à Tlemcen. Pour revenir à ce que vous dites concernant donc le côté musical, vous savez, Cheikh Sadat Djaoui était chez lui à Tlemcen. Hein, parce que là-bas, il y avait l'Arbi Ben Sari qui était son maître et ensuite qui est devenu son ami. Et l'Arbi Ben Sari était venu à Béjaïa. Il avait fait un spectacle qui est rentré dans les annales. D'ailleurs, l'artiste peintre, l'artiste peintre qui avait fait le dessin, Tahar Khelfaoui, avait fait ce dessin où il a immortalisé cette scène-là. Et je profite de l'occasion pour dire que le vice-président de cette société, de cette association, Ahbab Cheikh Sadat Djaoui, c'est le docteur Triki Yamani, qui est d'origine tlemcenienne, mais qui est bougiote depuis 50 ans, vient de publier un livre qui s'appelle De l'Alacité à Imaguraya, où justement il consacre un chapitre sur ces rapports musicaux entre Béjaïa et Tlemcen. J'ai d'ailleurs fait la préface de ce livre qui a été publié l'année dernière aux éditions Rafala, je crois, en France. Oui. En tous les cas, je vous recommande, nous ne sommes que plus que deux, je vous recommande de lire ce livre, Les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen. Donc, professeur, nous ne sommes que deux. Je ne sais pas si M. Djermoun va revenir, mais bon, de toute façon, on est à la fin. Et ce que je voudrais... alors, il y a des questions. Il y a une ou deux questions. Peut-être qu'on pourrait répondre. Alors, que dit
Tac, tac, attendez, je retrouve la question. Oui, Alors là, on demande est-ce qu'il y a un site web? Il faut Oui, dire que oui. oui, il y a un site web. Je C'est l'ai gimab.org. je l'ai fait défiler, monsieur Ah oui, oui, c'est vrai. oui, 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 oui. je l'ai défilé. Alors, pour les travaux, j'ai même donné, le titre d'une thèse qui a été faite par, je ne sais plus comment il s'appelle. Monsieur Hadibi, Hadibi Voilà, c'est ça. Mohandakli, Voilà, donc je fais sous la direction de Fanny Colonna. Fanny Colonna, voilà. Alors, non, il y avait une autre question. Oh là là, il faut que je la retrouve. Je ne sais plus. Y a-t-il une plateforme sur le web? Oui, c'est ça. Y a-t-il une plateforme sur le web sur ce que vous faites? C'est Jamil. Je pense que c'est votre site, c'est ça? Oui, oui, gmap.org, vous avez tout. Oui, Il y oui, a à oui. peu près là-bas une cinquantaine de plaquettes dépliants, des magazines dépliants qui concernent différents sujets concernant certains personnages qui ont travaillé à Béjaïa, certains trucs, etc. Alors, alors moi, je vais parler de mon Notamment expérience. l'iconographie ancienne de Béjaïa, parce que nous avons travaillé sur ce sujet également. Et il y a plusieurs plaquettes qui concernent ça. Alors, je vais parler de mon expérience. Avant de faire cette émission, bien évidemment, j'ai été me documenter. Et mon premier réflexe, c'est d'aller voir les articles écrits sur les articles de journaux. Moi, je les ai trouvés très, très fades parce que d'abord, c'est du copier-coller, la plupart. Et oui, voilà, donc du copier-coller. Et puis, copier-coller dans le sens où on retrouve presque la même chose dans les autres articles. Il n'y en a pas un que j'ai trouvé qui s'est distingué. Et par contre, je suis allée sur le site et c'est là-bas que j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur le site parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous pouvez lire la thèse, moi j'ai lu un petit peu le début, ce que j'ai trouvé sur Internet, je la trouve très intéressante. Donc voilà. Et l'autre question, attendez, oui, alors cette question, Sidi Moussa a été plus influent. Ah, ça, c'est un mec de Tinebdar village. Hein. Sidi Moussa a été plus influent sur tous les doigts, Akfadou à Dakar jusqu'à Djadjal, donc Durdura. Y a-t-il eu des recherches à son sujet? Non, non. Il n'y a pas eu comment dirais-je, il y a très peu d'informations concernant qui était Sidi Moussa. On sait que, grosso modo, si vous voulez, dans les Atwourlis, il y a 4 zawiyas historiques. Il y a Sidi Moussa, il y a Sidi Yahya, il y a Sidi El-Hajj Hussein, et il y a la dernière, c'est Taghrost. Taghrost, elle, non, c'est Izrokon. Voilà les 4 zawiyas historiques des Atwourlis. Il y a, à partir de 1870, il y a eu la zawiya de Taghrost, c'est-à-dire c'est la zawiya Oussahnoun, elle qui, d'ailleurs c'est la seule des Atwourlis qui permet l'appartenance à la tariqa Rahmaniyya. On dit en kabyle, باش ادير الميثاق pour qu'il devienne un akhonia, باش يقول l'akhonia. Voilà. Et pour ce qui est de Sidi Moussa, nous avons édité la monographie de Auguste Weller, la monographie de Sidi Aïch, qui date de 1888, où il y a la description. Donc Auguste Weller, en 1888, déjà, il parle de la fameuse légende de Sidi Moussa. Mais par contre, ce que nous savons sur Sidi Moussa, c'est qu'elle a été son rayonnement à l'époque où Cheikh Bahloul administrait cette zawiya, donc autour des années 40. Dans les années 40, donc, on sait ce qu'a fait Cheikh Bahloul et on sait quels étaient ses rapports avec les autres cheikhs de la région, comme par exemple Cheikh Mohamed Oussahnoun,
On sait quels sont les livres qu'il a écrits et comment ces livres ont été édités, parce que mon grand-père, Amar, c'est lui-même qui a financé, qui était industriel et négociant à l'époque à Sidi Aïch, et qui était un ami de Cheikh Abelloul, c'est lui qui a financé l'édition de ces deux livres. Voilà. Si vous permettez, je voulais juste, par rapport à toutes ces questions-là qui sont posées concernant l'histoire de Béjaïa, je voudrais signaler que nous avons créé le CDHB. CDHB, c'est le Centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa. Il se trouve au premier étage de la bibliothèque de lecture publique, qui se trouve à côté de Radio Souba, dans le quartier Amré, où il y a tout le premier étage. C'est un projet APOI, donc l'APOI, c'est-à-dire le Conseil régional de Béjaïa, a lancé un appel à projet en 2019. Nous avons candidaté et nous avons obtenu la première place sur 93 dossiers. Et nous avons mis en place ce centre de documentation qui est ouvert maintenant. Tous les jours, de 9h à midi, il y a une permanence, il y a des ordinateurs, il y a Internet, et il y a toutes les 150 publications de l'association GIMAB depuis 1994, qui sont publiées dans une douzaine de langues, qui sont à la disposition du public. Et le dernier élément qui est lié à ce, comment dirais-je, à ce projet, c'est la mise en place actuellement à Sidi, dans le quartier Sidi Wali, du cadran solaire horizontal. Nous sommes sur le point de l'installer en collaboration avec le Parc national du Golaya et la bibliothèque de lecture publique. Il s'agit d'un espace que nous allons appeler l'espace Ibn Raqam. Ibn Raqam est un éminent astronome de Béjaïa. C'est à Béjaïa qu'il a fait un certain nombre de tables astronomiques. Et donc cet espace où il y a ce cadran solaire, qui se trouve juste à côté du musée de géologie, va être inauguré dans les semaines à venir. Professeur Haïssani, on n'a pas beaucoup de questions, hein. On a beaucoup enfin, voilà, une participation, merci, il y a des remerciements, il y a des, voilà, on a des commentaires très positifs pour dire c'est bien, etc., mais très très peu de questions. Et du coup, je vais pas peut-être, donner la parole à Monsieur Djermoun, s'il veut nous dire un petit mot avant la fin, et puis je poserai ma dernière question, qui est une question d'ordre. Ah, je crois qu'il est encore figé. Ah oui. Bon, allez, figé. Professeur Haïssani, comment fait-on pour adhérer à GIMAB? Est-ce que tout le monde peut, enfin, est-ce que, voilà, moi, par exemple, j'ai envie d'adhérer, comment est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une procédure? Oui, il y a un imprimé à remplir. D'accord. Et, il y a donc un c'est imprimé ouvert. à remplir et oui, c'est ouvert. Si vous voulez, parmi les gens qui sont membres de GIMAB, il y a un certain nombre de personnes qui font le travail scientifique. C'est ça. Il y en a à peu près une trentaine qui sont à Béjaïa, à Tlemcen, à Alger, à l'étranger, à Paris, à Palma de Majorque, etc. Il y a ceux qui participent aux travaux de GIMAB, ceux qui participent à l'organisation des manifestations. Nous avons un groupe spécialisé, un groupe de spéléologues. C'est des spéléologues. Leur mission, ce n'est pas de faire de la spéléologie au sens de le sport, mais ce sont des gens qui travaillent sur certains domaines. Par exemple, grâce à eux, on a redécouvert
la grotte Ali Bacha et à Béjaïa, et on a pu en faire le dossier de classement. La même chose, ils ont travaillé avec l'historien Judy Atoumi, il avait un projet de livre qu'il appelait La guerre dans les grottes, et notre groupe a contribué à décrire, à, comment dirais-je, à réaliser comment dirais-je, la cartographie de ces grottes-là. Donc voilà un petit peu quelle est leur mission au sein du GIE. Merci, professeur Hassani. On va donner la parole à Monsieur Jarmoun. Quand même. Désolé, Bon, madame. monsieur Shahed, il nous a quittés. Ça y est. Bon, maintenant, vous venez. Allez-y. Allez-y. Un mot un petit peu de la fin. Ah, après, on reviendra sur une question. Très bien. Ben, je suis franchement désolé que M. Mched n'a pas pu intervenir. Je vais lui faire une proposition après, mais Oui, franchement, va son apport à JIMAB est incommensurable. Hein, on va dire. écoutez, je lui organiserai une émission à lui seul. Voilà. Inch'Allah. On parlera de JIMAB et on parlera des manuscrits. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais, si vous permettez, terminer sur l'importance de l'association JIMAB au niveau de la wilaya de Béjaïa, mais aussi à un niveau national. Franchement, je le dis mais sans fausse modestie, la JIMAB est devenue une institution publique. Je ne dirais pas officielle, mais elle est publique. Tout le monde, son action est reconnue par tout le monde. Que ce soit par les institutions déjà de l'État, quand ils ont un problème, quand ils ont à vérifier quelque chose, ils s'adressent à JIMA. Nos confrères et les étudiants et les chercheurs s'adressent à JIMA, consultent les documents de JIMA. Tout ça a été le fruit d'un travail continu, honnête, depuis la création de JIMAB. Je pense que les membres se sentent une sorte de sacerdoce, faire quelque chose qui soit utile à nos concitoyens et à nos confrères. Donc, moi, je tire personnellement un honneur et une fierté d'appartenir à JIMAB et de travailler, d'œuvrer dans cette institution à toujours apporter quelque chose de nouveau et pour la communauté scientifique, mais aussi pas seulement à toutes les gens qui s'intéressent à l'histoire, le patrimoine de notre ville et de notre wilaya et même de notre, de notre pays. On a parlé tout à l'heure de société savante. C'est vrai que nous avons des compétences dans différents domaines, une interdisciplinarité qui existe. Par contre, il y a autre chose aussi. Nous avons l'adhésion de personnes qui n'ont pas foncièrement de compétences scientifiques ou qui ont des choses très pointues à apporter, mais nous avons l'adhésion et nous sommes fiers de faire participer des militants d'associations qui n'ont que leur intérêt pour l'histoire de Béjaïa.
et pour le patrimoine, ainsi de suite. Voilà, donc on se disait, tout à l'heure, le professeur a parlé du centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa, qui vient d'être mis en activité, en fonction. Nous comptons franchement et avec une volonté assez soutenue d'animer ce centre et de mettre encore à disposition tout ce que toute ce patrimoine, disons que le JIMAB a constitué depuis déjà plus de 30 ans. Voilà, merci. Merci bien. L'heure tourne et on est obligé de rendre l'antenne. Il y a encore 2 questions, mais on doit terminer. Alors merci à nos invités. Merci d'abord d'avoir répondu positivement à notre invitation et merci pour toutes ces informations qui nous permettent en fait de découvrir l'association GIMAB qui, je rappelle, existe depuis 32 ans déjà et bien évidemment nous lui souhaitons une longue vie et donc ces éléments les éléments, en tous les cas, vos interventions nous ont donné des éclairages sur cette association dont la mission principale est de recueillir des matériaux sur les activités scientifiques dans les villes de Béjaïa et au Maghreb au Moyen-Âge. Et je voudrais également remercier les internautes. Vous avez été nombreux et nombreuses. Je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à animer l'émission. Et on s'excuse d'abord pour les problèmes techniques. Monsieur Mechehed, on n'a vraiment pas pu l'entendre, alors qu'au début, justement, c'était lui qu'on entendait. Mais je reviendrai avec lui dans une émission, pas Alternaculture, mais l'interview. On se fera un face-à-face autour des manuscrits, ce travail de GIMAB et des infrastructures que GIMAB, justement, a créées. Et on s'excuse donc, voilà, donc et puis aussi pour Hussein Jalmoun, qui de temps en temps devenait une statue. Mais ça, c'est le réseau, c'est la connexion, en fait. Désolé. C'est vrai, hein. Non, mais c'est pas vous, non, mais on s'excuse, en fait, auprès des internautes, mais je crois qu'ils comprennent, et elles comprennent, puisqu'ils savent que c'est un problème de connexion, de réseau. Je vous remercie beaucoup encore, docteur Jalmoun, professeur Aïssani, et je remercie monsieur Mechehed, je tiens vraiment à m'excuser, et je vous remercie, chers internautes, et je vous dis bonne soirée et à une prochaine émission. Il y aura d'autres émissions axées sur les femmes, puisque le 8 mars, c'est la fête internationale des femmes, et je vais consacrer une série d'émissions autour du sujet des femmes. Voilà, donc je vous dis bonne soirée et à une prochaine émission. Allez, au revoir. Au revoir.